Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. On va parler d'un sujet particulier ce matin. Il va être question de l'Union africaine avec deux spécialistes, William Savary et Adi Jangardi. William Savary, qui est économiste, en général c'est à ce titre-là qu'il participe à la rubrique Le Point très souvent, et ambassadeur itinérant, ex-ministre de la Communication, Adi Jangardi est avec nous. C'est à l'occasion de la 27e Assemblée générale de l'Union africaine qui débute le 10 juillet prochain et qui prendra fin le 18 juillet. Monsieur, bonjour d'abord. William Savary, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonjour Métropole. Adi Jangardi, bonjour. Plaisir partagé et très heureux d'être ici aujourd'hui. Surtout pour parler de l'Union africaine. Absolument, absolument. Et nos auditeurs et téléspectateurs peuvent trouver le sujet vague, vaste et flou. Il n'est pas flou. Je pense que ce sujet n'est pas flou. C'est un sujet fondamental pour Haïti, pour l'avenir d'Haïti aussi. Et dans le cadre de la crise que nous connaissons aujourd'hui, la crise économique et même la crise politique, et aussi la crise transfrontérale, c'est-à-dire la crise des frontières avec la République dominicaine, je crois qu'il faut absolument comprendre l'importance de l'Union africaine, l'importance d'appartenance à ce bloc. On va y revenir si vous voulez. Tout à fait. William Savary, nous sommes un petit pays de la Caraïbe, et aujourd'hui nous sommes là pour parler de l'Union africaine. Mais, ça m'amuse d'entendre dire que nous sommes un petit pays, nous sommes un grand pays, un grand peuple dans un petit territoire. Parce que dans la mesure où on continue à vivre dans l'isolation de la tradition africaine, dans la mesure où on continue à vivre à l'extérieur d'un engagement vis-à-vis de l'Afrique, effectivement, nous sommes un petit pays, un petit peuple. Mais dès qu'on se rattache au grand continent d'où nous sommes issus, nous ne sommes plus petits, nous sommes grands. Et cette grandeur vient avec les 10 000 ans d'histoire que nous avons à notre acquis, et l'épopée de ce peuple haïtien, et les réussites que nous avons faites, du point de vue militaire, du point de vue social, du point de vue au niveau international. Lorsque tu prends tout ça en compte, nous sommes un grand peuple. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, on a contribué à éduquer les peuples africains qui ont été abandonnés par les anciennes puissances coloniales. Nous avons contribué à éduquer le peuple canadien. Nous avons participé à la révolution américaine dont nous tous le savons. Nous avons contribué à créer ce qu'on appelle l'internationalisme de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Donc, et ce sont des réussites du grand peuple. Ce n'est pas un petit peuple. Ce n'est pas un petit peuple, merci. Vous êtes de cet avis que nous sommes un grand peuple, mais petit quand même. Non. Par exemple, il ne faut pas oublier qu'Haïti est aujourd'hui le plus grand pays créolophone au monde par sa superficie et par sa population. Et nous avons un leadership extrêmement important depuis 1804, depuis Toussaint Louverture, donc nous parlons de 1796. Toussaint Louverture, d'ailleurs, a occupé le pouvoir dès 1791. Je crois que, justement, nous sommes un grand peuple, historiquement. Sans nous, les pays de l'Amérique latine auraient été encore peut-être des dépendances espagnoles. Sans nous, les pays africains n'auraient pas obtenu leur indépendance. Et sans nous, l'abolition de l'esclavage pour les pays francophones, par exemple, les départements français d'outre-mer, après 1848 aurait été impossible. Et sans nous, il faut dire aussi que la situation des Noirs américains aurait été différente. D'ailleurs, pendant plusieurs conférences et même tout récemment encore, des Africains américains ont démontré que sans Haïti, qui est un grand peuple et qui a une grande histoire, et beaucoup, disons, le peuple noir, le peuple panafricaniste aurait été, si vous voulez, encore à l'arrière-ban du colonialisme et du néocolonialisme. Nous avons changé le monde. Ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas changés. Nous devons maintenant nous transformer. Et nous ne pouvons nous transformer que par notre leadership. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de forces sécuritaires dans la région pour nous protéger contre le terrorisme ou pour protéger les autres pays de la région contre les
les attaques, les trafics humains. Nous n'avons pas de flotte importante, nous n'avons pas de porte-avions, mais nous avons un leadership puissant. Et ce leadership doit être d'abord diplomatique. C'est pour cela que notre présence au sein de l'Union africaine, au sein, par exemple, des pays, des blocs de l'Amérique latine, cette présence est importante, car la voix d'Haïti compte sur l'échiquier international. Oui, mais vous parlez de présence importante. Jusque-là, nous n'avons qu'un statut d'observateur au sein de l'Union africaine. Absolument. Je ne sais pas si tu veux répondre à ça, mais moi, je peux apporter un élément de réponse. Apporter un élément de réponse, je pourrais corroborer, parce qu'il y a dans tout ce que tu viens de dire, c'est que Haïti a créé les bases du panafricanisme. Donc, ce qui fait de nous vraiment les originaires de la Fédération des États africains. Parce que notre révolution, c'était une révolution qui a eu lieu à partir de la fédération de divers peuples de l'Afrique qui ont peuplé cette terre. Alors voyons les raisons pour lesquelles... Le statut d'observateur. Même avant le statut d'observateur, quand même, ce statut-là, ça ne date pas. De très longtemps. Ça ne date pas de très longtemps. Il faut dire aussi que l'Union africaine n'existe pas très longtemps. L'Union africaine a été formée en 2002 et est venue, bien entendu, à la rescousse de l'OUA. L'OUA avait été formée en 1963, immédiatement après les indépendances africaines. Indépendances africaines qui avaient été obtenues grâce au support d'Haïti, au support financier d'Haïti. Et nous avons financé surtout à travers notre ambassade, l'ambassade d'Haïti à Paris, la plupart des indépendantistes africains. Alors l'Union s'est formée automatiquement après l'OUA. L'Union s'est formée en 2002. Alors Haïti est arrivé, et certainement, en 2012. Pourquoi? Parce que j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'ai ouvert une carte, on a regardé la carte et on a dit, écoutez, Haïti est partout sauf en Afrique. Et nous avons décidé, bien entendu, moi je suis parti directement à l'occasion de l'Assemblée générale de janvier du 23 au 30 janvier 2012 pour exiger la présence d'Haïti, pour exiger de l'Union africaine l'incorporation d'Haïti comme membre de l'Union. Ceci a été très très difficile. Les Africains nous ont présenté l'acte constitutif en disant que l'acte constitutif ne reconnaît pas des pays qui se trouvent hors de l'Afrique. Et moi, je leur ai posé aussi des éléments importants de leur charte. J'ai pris la parole à plusieurs reprises pour leur expliquer donc que dans cette charte, la charte du Togo prévoit, dans son article 32, que tout État membre peut modifier cet acte constitutif. Et modifier comment? Sur la base des nouveautés, sur la base de ce que prévoit cet acte, qui demande et qui accepte l'idée que la diaspora africaine, c'est-à-dire les pays faisant partie de la diaspora africaine, surtout dans les Caraïbes, nous ne parlons pas des peuples comme africains-américains ou au Brésil, nous parlons d'États, par exemple, qui font partie de ce que nous appelons des États africains-américains hors de ce territoire. Et il est dit dans cette charte, dans la constitution de l'Union africaine, qu'il faut absolument encourager l'intégration de ces pays, ou de ces États de la diaspora africaine. Et la Banque mondiale, qui avait des représentants en 2012, a soutenu la déclaration d'Haïti, a soutenu la proposition que j'ai faite. Alors finalement, les différents États, ils sont 54, moins le Maroc aujourd'hui, ont appuyé la proposition que j'avais présentée de reconnaître Haïti. Mais ils ont voté que ce soit d'abord au niveau observateur. Pourquoi observateur? Membre observateur. Moi, ce que j'avais exigé, c'était membre associé à part entière. Et la République d'Haïti voulait absolument ce statut-là. Mais on nous a dit, écoutez, c'est écrit également dans la charte, dans l'acte constitutif de l'OUA, qu'il faut, sur demande d'un pays, puisque j'avais 5 États, 5 pays africains qui supportaient ma proposition au nom d'Haïti, dont le Togo, le Sénégal, le Mali et le Gabon. Alors, ils ont dit, selon la charte, il faut 1 an. Il faut obtenir donc ce statut d'observateur et après 1 an, passer au vote. Et 2 tiers de l'Assemblée devraient voter. Malheureusement, moi, je suis en tant que ministre de la Communication, au moment où j'allais le faire, le cabinet a changé et je suis sorti du gouvernement et ce suivi n'a pas été assuré. Et je pense que la porte est encore ouverte, d'autant plus qu'aujourd'hui, et ce qui est extrêmement important à dire en 2016, c'est que cette 27e Assemblée de l'Union africaine va permettre le renouvellement des dirigeants. D'abord, l'actuelle responsable de l'Union africaine, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Union africaine, qui est à la tête de l'Union africaine, qui était ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, et qui est maintenant à la tête de l'Union africaine, va remettre son mandat dans 2 ou 3 jours. Ça veut dire que Mme Zulma ne va plus se représenter comme candidate à la tête de l'Union. On va avoir sans doute un Algérien,
que je connais d'ailleurs, que j'ai rencontré plusieurs fois, et qui avait suivi d'ailleurs cette rencontre de 2012 et aussi en 2013, lorsque j'étais à Addis Abeba. Alors, cet Africain de l'Algérie qui va venir, peut-être qui va devenir le nouveau président de l'Union africaine, que nous connaissons bien, au nom d'Haïti, c'est Ramfan Lamamra, qui va certainement devenir le nouveau président. Il est très, très intéressé à cette idée et à renouveler, bien entendu, cette proposition. Alors, je voulais savoir... Il y a un précédent pour admettre les membres qui ne font pas partie du territoire dans les instances de l'Afrique. Par exemple, au niveau de la Banque africaine de développement, il y a eu une résolution qui a été prise qui permet des pays non domiciliés, non situés en Afrique, dans le continent, de participer au niveau de cette institution. Donc il y a déjà des précédents. Il s'agit maintenant d'enfoncer les portes pour que Haïti puisse, comme Jean-Gardy le dit, devenir un membre à part entière de je comprends aussi qu'Haïti peut avoir beaucoup d'intérêts, mais si, au lieu de parler de l'intérêt d'Haïti, des enjeux d'Haïti, je parle des intérêts de l'Union africaine par rapport à Haïti, qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce que nous représentons pour l'Union africaine? Il y a deux niveaux. Il y a d'une part les intérêts économiques et un intérêt géopolitique. Parce qu'au niveau des intérêts économiques, je vais me concentrer un moment sur les intérêts économiques et je laisse à Jean-Gardy le soin de parler des intérêts géopolitiques. Au niveau de l'économie, il y a ce qu'on appelle la Banque africaine de développement, qui est soit un équivalent à la Banque mondiale, qui finance les projets de développement, les projets d'infrastructure. Mais il y a dans ce mandat, dans le mandat de la Banque africaine de développement, un volet social, d'où il y a aussi le développement social qui est pris en compte. Donc, ce qui n'existe pas au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale, il y a des éléments de développement qui visent au développement économique, la fin de la pauvreté. Mais en matière de développement de l'humain, ça, on le retrouve au niveau de la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement a également certaines institutions dont leur mandat vise à contribuer financièrement au développement des pays membres. Donc, une participation haïtienne au niveau de l'Union des États africains rend Haïti automatiquement qualifié pour solliciter des emprunts et des dons au niveau des pays africains. Il y a le Nigeria qui est un des pays les plus puissants, l'un des pays économiquement, qui dispose de ce qu'on appelle le Nigerian Trust, qui fait des emprunts à 4% sur une période de 25 ans. Il y a la Banque africaine de développement, maintenant, vers le Fonds African Development Fund, Fonds africain de développement, qui te donne des emprunts à 0,75% l'an sur des périodes de 50 ans. Donc, il y a d'autres alternatives de financement qui existent. Donc, la participation d'Haïti dans le marché, comme membre de l'Union africaine, ouvre d'autres portes pour Haïti. Et non seulement d'autres portes pour Haïti, en matière économique. C'est l'inverse. Moi, ce qui m'intéressait, ou encore ce que je voulais savoir ou comprendre, c'est pour l'Union africaine... Que représente Haïti. Ce qu'Haïti représente pour l'Union africaine. Maintenant, nous sommes en Haïti à quelques kilomètres du canal de Panama. Nous représentons un accès, une porte ouverte sur le marché américain. Voilà deux éléments de façon stratégique qui peuvent être exploités pour que les pays de l'Union africaine puissent accéder au plus grand marché du monde. C'est une chose. Autre chose, il y a également, nous avons des quotas en Haïti dont nous disposons sur le marché américain pour fournir des denrées, des produits de base, etc., que nous ne parvenons pas à satisfaire. Mais dans les pays africains, il y a de la production, il y a un lien qui pourrait être tissé entre les pays africains, producteurs de coton, producteurs de café, et Haïti, où la production de ces pays-là pourrait transiter à partir d'Haïti pour satisfaire la demande sur le marché américain. Donc, ça, deux éléments rapidement que je mentionne, mais un dernier élément, c'est la production du coton. En Haïti, la production de notre coton a disparu. En Afrique, il y a plein de pays qui produisent l'un des meilleurs cotons, les meilleurs cotons du monde. Il y a Caracol où la production l'assemblage des tissus découpés se fait. Donc, c'est l'usage de la main-d'œuvre qui est utilisé à Caracol. Et on peut avoir une intégration verticale où le coton de l'Afrique vient en Haïti, traité, passé à travers des filatures,
fabriquer des tissus qui peuvent être vendus à Caracol pour que les produits qui sortent de Caracol sont fabriqués à partir de tissus fabriqués en Haïti. Et ce coton peut être du coton de l'Afrique. Donc, voilà, facilement, il y a plein d'opportunités. C'est une relation vraiment gagnant-gagnant. Là, c'est économique. Géopolitique. Géopolitique, c'est lié aussi à l'économie. C'est lié à l'économie. C'est-à-dire, notre présence au sein de l'Union et dans le contexte de l'Afrique est extrêmement importante, dans la mesure où, politiquement parlant, l'Afrique a développé de nouveaux partenariats, des partenariats stratégiques. Par exemple, le premier partenaire de l'Afrique aujourd'hui, c'est la Chine continentale. Et la Chine continentale, là, nous parlons de combien d'argent? Nous parlons nous parlons de 750 milliards de dollars de la Chine continentale pour le développement de l'Afrique. Par exemple, 450 millions de dollars ont été accordés à l'Afrique du Sud il y a quelque temps, et aussi aux partenaires. Le partenaire le plus important, en tout cas pour l'Union africaine, dans les Caraïbes, c'est Haïti. Haïti, c'est la porte avancée, comme disait tout à l'heure William, c'est une porte avancée vers le plus grand marché du monde. Mais le premier partenaire d'Afrique, c'est bien entendu la Chine, comme je le disais, et la Chine est en train d'avoir 10% de croissance par an. En 2000, la Chine continentale avait développé un partenariat avec l'Afrique qui était aux environs de 10 milliards de dollars. Maintenant, nous parlons de 750 milliards de dollars. Et ceci, ça avance. La Chine était très intéressée aussi par les Caraïbes. J'ai assisté à une conférence caribéenne récemment, mise en place par Manuel Valls, le Premier ministre français. Et cette question aussi a été abordée. La présence d'Haïti comme point, disons, comme pont, par exemple, pour les pays d'Afrique, a aussi été étudiée. Ça veut dire comment pouvons-nous permettre à l'Afrique de se développer et nous aussi de bénéficier de ses partenaires. De bénéficier de ses partenaires à tous les niveaux, que ce soit au niveau des infrastructures. Quand nous parlons de formation, nous parlons de 35 000 boursiers africains qui vont se former dans les nouvelles technologies en Chine. Haïti peut en bénéficier. Haïti peut bénéficier aussi de ce partenariat pour cette infrastructure routière. Ça veut dire les highways, que ce soit également pour des campus universitaires. Et tout ceci doit être discuté à l'intérieur de ce bloc. Peut-être discuté à l'intérieur de ce bloc. Et au niveau politique aussi, il ne faut jamais oublier que l'Union africaine, en tout cas les 54 pays de l'État africain, sont les plus forts en termes de lobby à l'intérieur des Nations Unies. L'Union africaine a un statut de membre d'observateur aux Nations Unies, mais en même temps, la présence africaine est extrêmement importante au sein des Nations Unies et peut jouer un rôle, comme je le disais tout à l'heure, pour les problèmes transfrontaliers. Les questions, par exemple, d'Haïtiens apatrides ont été abordées, évidemment, par presque tous les pays africains, africains-américains, que ce soit, par exemple, dans le sud de l'Amérique avec le Brésil ou encore aux États-Unis, et également par les États africains. Mais nous devons encore pousser et chercher cette solidarité. Je crois que cette rencontre dont vous avez mentionné la date, c'est-à-dire le 10 juillet, du 10 au 18 juillet, c'est une rencontre importante pour nous, dans la mesure où la direction va changer. C'est-à-dire un Algérien va devenir président maintenant de l'Union, comme j'ai cité ton nom tout à l'heure, c'est Lamamra Ramfan, qui a été ministre des Affaires étrangères d'ailleurs de l'Algérie. Et ensuite, nous allons avoir 8 commissaires. Les 8 commissaires principaux de l'Union africaine vont changer. Le vice-président aussi va changer. Et on va maintenant discuter davantage sur la question des droits humains. La question des droits humains pour cette assemblée, à la 27e assemblée, la question des droits humains, ce n'est pas seulement sur les droits de la personne, mais c'est aussi sur les droits économiques et les droits politiques. La question aussi des apatrides fait partie des questions de droits politiques. Donc, nous devons continuer à avancer, c'est-à-dire avancer dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire faire de la simple représentation diplomatique. Nous ne pouvons pas, notre poids doit compter. Et ce poids doit compter en fonction de nos besoins, en fonction de nos problèmes et en fonction aussi des solutions que nous recherchons. Il y a une chose qu'il faut mentionner, c'est que actuellement nous faisons partie du bloc CARICOM. C'est un bloc très faible. Et la participation, il faut comprendre l'évolution, la genèse du bloc CARICOM, c'était d'abord une association des pays anglophones. Donc, la participation d'Haïti au niveau de CARICOM est encore très faible. Mais l'affinité qui existe en Haïti et les pays africains, d'une part, affinité culturelle, affinité historique, fait que Haïti, à l'intérieur de l'Union africaine, à l'intérieur de ce bloc, donnerait à Haïti un poids que Haïti ne peut pas obtenir ailleurs. Et ceci en vertu des relations qui existaient à travers le temps. Et il faut pouvoir faire le leveraging,
de cette relation et tirer le maximum possible. Parce que je crois que nous avons à offrir, mais ils ont aussi à offrir davantage d'opportunités que nous pouvons en bénéficier. C'est ce qui allait être le prochain point à voir au retour, puisque nous allons observer la pause. Il y a beaucoup d'opportunités apparemment à entendre Adi parler. Donc, il y a des choses les opportunités sont énormes. Il y a des occasions à saisir, les opportunités. Mais nous les ratons. Nous les ratons souvent. On les rate souvent. Souvent et toujours. Ou toujours. Mais on peut se rattraper. On peut se rattraper. Alors, on va revenir pour en parler après la pause, mais surtout, on va mettre l'accent sur les enjeux pour Haïti. Mais on le fera après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Adi Jangardi et William Savary sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole. Et avec eux, on parle de l'Union africaine. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Adi Jangardi et William Savary sont les invités de la rubrique Le Point de Métropole ce matin pour parler de l'Union africaine. L'importance de l'Union par rapport à Haïti et l'importance d'Haïti par rapport à l'Union. Adi? Écoutez, l'importance d'Haïti par rapport à l'Union, c'est une importance aussi extrêmement pour eux, comme on l'a souligné tout à l'heure. Alors, voyons l'inverse. L'importance pour l'importance de l'Union africaine pour Haïti. Oui, l'importance de l'Union africaine pour Haïti, ça veut dire pour nous, c'est un marché énorme. Nous parlons là de combien de kilomètres carrés? De 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés. Et ce qui fera combien d'habitants? Haïti, presque 1 milliard. Un milliard d'habitants. Nous sommes sur 28 000 kilomètres carrés et nous sommes 10 millions. Nous recherchons des bourses de formation. Ceci a été donné. L'Afrique généreusement a offert des bourses d'études à des jeunes, que ce soit au Bénin, ils avaient été au Sénégal aussi, oui. etc. Mais cependant, malheureusement, après l'offre des bourses en 2010, les étudiants n'ont pas été gérés. En pile l'ADO vient retrouver dans la misère, en pile l'ADO vient retrouver dans une situation pas qu'à payer appartement, dans le campus côté OEA. Et moi, j'avais soulevé ce problème avec le président du Bénin en lui disant, écoutez, vous avez fait des promesses, maintenant vous n'arrivez pas à les respecter. Le gouvernement haïtien va certainement, à l'époque j'étais aux affaires étrangères, et ensuite je suis devenu ministre, j'ai insisté énormément auprès des pays africains pour revoir, c'est-à-dire comment les promesses pouvaient être respectées de leur côté, mais ils sont encore ouverts. Je crois qu'il faut reviser cette forme de coopération, en tout cas au niveau universitaire. Et maintenant, en termes de marché, nous avons énormément de choses aussi à vendre. Dans le cadre, par exemple, des échanges commerciaux, la Banque mondiale souhaite d'ailleurs que les pays africains s'entendent avec Haïti pour ouvrir les marchés. Ouvrir le marché, c'est-à-dire nous avons aussi de la production, même la production de rhum. Par exemple, il y a très peu, en termes de raffinerie de rhum, comme nous le faisons dans les Caraïbes, aux Antilles et surtout en Haïti, il y a un manque, il y a un besoin et que nous pouvons combler. Nous devons chercher... Donc ça dit que la demande est là. La demande est là. Il nous faut nous ouvrir vers ces nouveaux marchés. Et même par exemple, tu sais, Parce que là, vous parlez d'environ 1 milliard d'habitants. Imaginez qu'on arrive à exporter ce que nous produisons ici en Haïti. Même si vous exportez 10 millions au niveau du rhum, par exemple, ce sera une valeur ajoutée par rapport à ce que nous redistribuons sur le territoire. Et il y a aussi d'autres aspects, par exemple, des échanges miniers que nous pouvons avoir avec eux. Aujourd'hui, par exemple, un pays comme le Nigeria a bénéficié, je parlais de la Chine continentale, d'1,5 milliard de dollars. Il est possible également, dans le cadre d'un accord de partenariat avec des pays qui sont en train de devenir des pays émergents, permettre à Haïti d'atteindre aussi un niveau beaucoup plus élevé de développement. Il faut surtout ne pas s'enfermer. Et donc ce marché est ouvert pour nous. C'est l'un des seuls pays aussi au monde où l'on respecte encore la nationalité haïtienne. Un Haïtien qui arrive en Afrique, il est respecté. Les Haïtiens, pendant les années 60, ont éduqué les Africains. Nous avons fait des réformes importantes au niveau de la justice en Afrique. Et le résultat qui est là, c'est un résultat qui encore provoque l'admiration chez les jeunes Africains. Je pense que nous devrions en profiter
profiter aussi de cette position africaine. Ça veut dire, nous sommes des Africains américains, nous sommes des Africains haïtiens. Comme par exemple, si vous demandez à Obama qu'est-ce qu'il représente au niveau de la strate sociale, il te dira qu'il est African-American. Donc moi, je me considère, parce que nous aussi, nous avons lancé le mouvement du panafricanisme. Et c'est ce panafricanisme qui a donné naissance à une gouvernance, si vous voulez, même au niveau administratif. Les Africains regardaient ce que nous étions en train de faire depuis la sortie, par exemple, de Ainsi parla l'oncle de Jean Price Mars. Et souvent, des penseurs comme Aimé Césaire aux Antilles l'ont signalé que ce qui a été réalisé par les Haïtiens pendant toute cette période, parce qu'ils ont pris quand même, nous avons pris notre indépendance en 2004, et les puissances étaient toujours des puissances en 1804. Et de 1804 à aujourd'hui, on n'a jamais pu être récupéré ou encore être conquise. Et en plus, il y a eu des attaques, il y a eu des mouvements d'occupation. Mais garder ce pays, c'est un pays à la fois rebelle, mais c'est aussi un pays qui a une identité. Cette identité est forte, les Africains le savent. Donc nous pouvons certainement aujourd'hui exporter au niveau économique, nous parlons d'économie. Et encore... Vous avez parlé du rhum que nous préparons ici en Haïti, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'échange? Si oui, quelle filière par exemple? Je vous dirais par exemple, en dehors de ces filières, vous avez par exemple au niveau de la banque, vous avez un problème avec la crise du dollar et vous avez aussi un problème avec la dégringolade de la gourde. Et si nous arrivons, par exemple, comme citait Williams tout à l'heure, tout un ensemble d'organismes financiers, nous faisons des joint ventures financiers entre le secteur privé haïtien et le secteur privé africain, entre le secteur, par exemple, le secteur public et le secteur public africain. Mais je parlerai surtout de créer quand je parle de joint venture, je parle de partenariat direct au niveau industriel. Nous allons pouvoir certainement nous en sortir. La Côte d'Ivoire, par exemple, est disposée à pouvoir avancer avec nous. Et l'expertise existe, l'expertise africaine existe, tant pour les infrastructures également que ce soit pour les campus, que ce soit également pour les nouvelles structures de production et l'exploitation. L'ambassadeur itinérant aura à nous dire ce qu'il a déjà fait lui-même en tant que représentant du pays. Il y a autre chose. Il y a au niveau des mines. L'Afrique, il y a une expertise vraiment très aiguë en matière d'exploitation de mines. Nous avons en Haïti les mines d'or dont nous disposons et qui fait partie de disputes et de convoitises sur Haïti. Et sans que les Haïtiens... Ce qu'on n'a jamais pu vérifier quand même. Hein. Bon, oui, c'est vérifiable. Nous savons ce que nous avons. Il y a eu 2 études quand même. Nous savons ce que nous avons. Nous savons ce que nous avons. Il y a une étude aussi, ça varie. Tu as eu une étude aussi, l'Allemagne et la France, et aussi l'Afrique du Sud, qui prouve que nous savons ce que nous avons. Pourquoi on n'a pas pu les exploiter? Non, exploiter c'est autre chose. Parce que là, ça devient question géopolitique. Nous avons des indices. On dit qu'on a des indices. Non. Ça existe. Ça existe dans le pays, dans le Nord. Au niveau du monde organisé, il faut y aller. Un jour, j'avais promis de vous amener voir. Oui, je sais. Il y a un autre ingénieur qui m'avait promis des reportages spéciaux sur cela, mais bon, c'est pas que c'était une perte de temps, mais quand même, j'ai réfléchi encore. Le point, c'est que de puiser de l'expertise africaine, et il y a le financement disponible en Afrique pour qu'on puisse faire des activités d'exploitation. Absolument. Au niveau du partenariat des États, les États africains sont très actifs sur le marché international du capital où les levées de fonds considérables se font. Par exemple, au Rwanda où j'ai travaillé pendant longtemps, le Rwanda s'est présenté sur le marché international en 2014, je crois 2015, pour lever 500 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructure. Le Nigeria est actif sur le marché international. Tout ça, ce sont des exemples sur lesquels on peut s'appuyer pour nous autres réapparaître sur le marché international. Parce qu'en fait, notre participation sur le marché international a été discontinuée avec l'occupation américaine. Mais avant l'occupation américaine, le financement public de ce pays se faisait sur le marché international par l'émission d'obligations. Donc, ce partenariat entre les membres de l'Union africaine et Haïti, c'est encore une expertise que l'on pourrait exploiter. Oui, maintenant, comment le faire? C'est la question. OK, le marché est là. Les possibilités existent. Nous avons des choses que nous pouvons exporter vers l'Union africaine. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire jusque-là? Le consortium, la pensée économique, la pensée qu'il faut, la réflexion qu'il faut. Il faut les hommes qui comprennent l'apport stratégique,
que ceci représente. Là, quand vous parlez des hommes, vous faites allusion aux dirigeants. Bon, en général, un peuple est toujours dirigé et un peuple en général a le dirigeant qu'il mérite. Donc il faut au moment des élections que les élus présentent des projets, des programmes de société et dans lesquels la prise en compte... On ne va pas les voter s'ils ne parlent que de ça. Bon, dans ce cas, il y a des accords. Il y a des accords de consultants qui se font. Il y a des accords, il y a des négociations qui se font. Ce que je voulais vous dire, ou encore ce que je voulais comprendre, et William Savary, quel Haïtien aujourd'hui va voter William Savary parce que ce dernier, en campagne électorale, lui dit « Écoutez, nous allons faire en sorte que nous puissions nous ouvrir sur le marché international, de l'Union africaine, par exemple. » Maintenant, il y a autre chose. Parce que là, c'est une question de prise du pouvoir. La prise du pouvoir ne se fait pas pour les promesses électorales. La prise du pouvoir se fait pour l'organisation de structures fondamentaux. Et ce sont les membres de ces structures qui votent. Donc, avant même de proposer de voter, il faut d'abord proposer les organisations des structures fondamentaux. Et pour ceci, il faut aller à un niveau beaucoup plus complexe. Et vous direz quoi moi, je dirais qu'il faut... d'ailleurs, je l'avais initié quand j'ai participé à deux des assemblées de l'Union africaine. C'est d'abord, il ne faut pas seulement voir les dirigeants. Les dirigeants peuvent réguler, peuvent ouvrir les canaux, mais aussi, comme disait tout à l'heure William Savary, il faut aussi, au niveau de la société civile, renforcer la solidarité. C'est-à-dire, nous avions initié, par exemple, des contacts pour qu'il y ait entre les chambres de commerce, par exemple, la chambre de commerce... Est-ce que là, vous êtes en train de répondre à la question que j'ai posée tantôt? Absolument, absolument. À savoir, qu'est-ce que vous avez comme actif? Je réponds à cela et aussi... Qu'est-ce que vous avez réalisé? Oui, je réponds à cela. C'est-à-dire, je réponds à cela et aussi à une autre approche que j'ajouterai à l'élément, c'est que nous avons initié la question de jumelage entre les chambres de commerce. Les chambres de commerce, par exemple, entre les chambres de commerce d'Haïti et les chambres de commerce d'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Bénin. Et deuxième élément encore, c'est créer un partenariat entre les universités, les universitaires africains et les universitaires haïtiens. Créer un partenariat et permettre, d'ailleurs j'avais signé un accord avec, au niveau de l'Union africaine pour que le Parlement interafricain, parce qu'il existe un institut interparlementaire, permette justement au Parlement haïtien de pouvoir réaliser des échanges sur différents aspects. Et la société civile, c'est-à-dire il n'y a pas que l'exécutif, mais il y a aussi le Parlement et la justice, les éléments, les institutions régaliennes de la République qui peuvent se mettre ensemble avec les institutions semblables au niveau de l'Union africaine. Et en dehors de cela, chercher les partenaires qui supportent l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment les pays asiatiques, le bloc asiatique qui est très très impliqué dans les rapports avec l'Union. Ce que nous avions encouragé, c'est que ces pays permettent à Haïti, à travers l'Union, de pouvoir bénéficier de développement encore plus grand, en passant, même s'il faut passer par la BAD, la BAD ou la NEPAD. La BAD, c'est la Banque africaine de développement, ou le NEPAD, c'est le groupe qui est le partenaire pour le développement. Et ça, nous pouvons le faire. Je finirai par ma phrase pas par une anecdote, mais par un point extrêmement important, en disant que ma préoccupation après le tremblement de terre, quand je suis arrivé à Addis Abeba, c'était comment reconstruire le pays, comment aider, bien entendu, les dirigeants, comment aider aussi la société haïtienne à se relever. Et ce que nous avions fait, c'est d'abord regarder ce qui était demandé à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. On recherchait 11 milliards de dollars. Et ceci, à travers l'Union africaine, quand nous avions posé, bien entendu, cet axiome, cette question-là, eh ben, il a été possible de nous dire que oui, c'est possible de trouver 25 milliards de dollars en utilisant non pas seulement les canaux gouvernementaux, mais aussi les canaux de la société civile. Alors, comme je l'ai dit, il fallait attendre un an après, ça veut dire pour poursuivre le dossier qui avait été initié. Et il s'est passé des événements en Haïti, il s'est passé des changements au niveau de la gouvernance, beaucoup d'instabilité, et ça nous a énormément ralenti. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il est possible de nous rattraper. Et cette prochaine rencontre qui va se faire bientôt à Addis Abeba du 10 au 18 va certainement nous permettre de revoir
où on en est, quel est le bilan et comment avancer, pas seulement au niveau d'un seul secteur, mais au niveau de tous les secteurs productifs de la société. Mais non, il faut additionner que la décision d'aller de l'avant, c'est pas vraiment la science, c'est pas vraiment la science-fiction. C'est vraiment ce sont des décisions politiques qui sont prises par des hommes politiques et qui ont une vision politique du rôle de ce pays et de leur responsabilité vis-à-vis de la société civile. Mais comment rendre une coopération fructueuse entre un pays et un groupe de pays dont les priorités ne sont pas les mêmes? Les priorités sont les mêmes. Les priorités sont le développement, le bien-être de la population, la protection de l'environnement, la justice, les droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme. Les ambitions d'un Africain qui habite en Côte d'Ivoire. Oui, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Les problèmes sont universels. On n'a pas, par exemple, en Côte d'Ivoire, le même problème d'éducation que celui qu'on a en Haïti. Les attentes de tout un chacun de nous sont les mêmes, quel que soit le pays. On voudrait avoir la sécurité pour notre famille, que nos enfants aillent à une bonne école, reçoivent une éducation, avoir un emploi, vivre dans la décence et dans la sécurité. Les ambitions, c'est ça. À ce moment-là, ces pays-là vont se concentrer sur les problèmes de leur pays avant de penser à un autre pays. Non, ce sont des accords bilatéraux qui se font. Parce que les accords, c'est comme on dirait que les États-Unis, ils ont des problèmes chez eux dans les Appalachiennes, dans le sud des États-Unis où il y a une pauvreté, ils ne vont pas s'occuper, ils ne veulent pas avoir d'accords bilatéraux avec Haïti. C'est question stratégique, c'est d'ordre géopolitique. C'est ça, c'est ce qu'il faut contempler. Et c'est là la question, la réponse à la question. Oui, non, ce que ça me dit, c'est que justement, c'est ça pour la diplomatique là. Ça veut dire que si c'est comme ça, pas d'abord les Nations Unies. Nations Unies, pays différents, mais ils sont réunis entre eux. Et comme on dit, par exemple, tu as eu l'Union européenne, d'ailleurs, on vient de le voir avec le Brexit, ce qui s'est passé avec l'Angleterre, ce qui se passe avec Iceland. Il y a des questions intranationaux, mais il y a des questions aussi qui concernent l'ensemble de la communauté. Par exemple, la communauté caraïbe, la communauté africaine. Et nous faisons partie de cette diaspora africaine. Et nous avons des intérêts en commun, que ce soit dans le domaine des droits de l'homme ou dans le domaine de l'environnement, les problèmes économiques et sociaux. Nous avons des problèmes communs. Et ces problèmes communs peuvent être résolus tout en respectant la spécificité et la souveraineté de chaque État. Donc aujourd'hui, ce que nous recherchons, ce qu'il nous faut rechercher en règle générale, c'est la cohésion. La cohésion avec nos partenaires. Et ces partenaires peuvent être latino-américains, ces partenaires peuvent être africains, ces partenaires peuvent être de l'Amérique du Nord. Mais nous recherchons la cohésion en fonction de ce que nous identifions comme besoin et comme problème et comme solution. Avez-vous une idée des points qui vont être débattus au cours de cette 27e Assemblée, Adi? Absolument, absolument. Les points qui seront débattus, il y en aura il y a 3 points fondamentaux. Le premier point, c'est la reconduction ou encore le changement total de la gouvernance de l'Union. Ça veut dire les nouveaux dirigeants qui vont arriver et les nouvelles candidatures qui vont se présenter. Et certainement, s'il y a 1 an ou 2 ans, ça avait été résolu, je crois que nous aurions pu pousser un Haïtien pour devenir l'un des membres responsables de l'Union africaine. Et si nous arrivons à faire... Donc le premier élément, c'est le changement global de la plateforme. Parce que Mme Zuma, qui est la présidente de l'Union, ne se renouvelle pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir... Donc l'Algérie a présenté sa candidature. Et le vice-président aussi, tous les postes sont maintenant vacants. Et le vice-président aussi, il va y avoir un autre pays. Et nous allons certainement avoir 8 autres commissaires. Et comment normalement nous devrions nous positionner? Nous positionner, par exemple, en suivant les structures de l'acte constitutif. L'acte constitutif prévoit qu'il faut un pays pour demander les modifications des statuts. Les statuts étaient bloqués, comme je le disais au début, uniquement pour les pays africains sur le territoire, physiquement sur le territoire continental. Aujourd'hui, il faut modifier ces statuts pour ne plus être observateur en tant que pays africain de l'Amérique et des Caraïbes. Alors, c'est possible. Ils l'ont accepté. Et ça m'avait pris 1 semaine et dans différentes commissions pour les convaincre. Alors, ils avaient accepté l'idée. Il faut maintenant passer à la deuxième phase. La deuxième phase, ça veut dire demander maintenant à 2 tiers, faire du lobby
pour que les 2/3 votent ce changement, pour que des pays comme Haïti, y compris le Brésil, puissent devenir évidemment membres à part entière, vu le volume de descendants africains dans ces territoires d'Amérique. Et troisième possibilité maintenant, c'est renforcer la coopération en intégrant les différentes commissions. Il y a 8 commissions à l'intérieur de l'Union. Haïti se trouve dans les 8 commissions parce que j'avais demandé à l'Union d'inscrire Haïti dans les commissions. Nous ne pouvons pas faire maintenant de la chaise vide. À chaque fois qu'il y a une conférence, nous devons être là pour défendre également nos intérêts stratégiques, parce que nous savons ce que nous visons. Et comme William parlait tout à l'heure, il y a différentes instances économiques, que ce soit par exemple la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États d'Afrique australe, la communauté économique des États d'Afrique du Nord. Nous sommes déjà à l'intérieur de ces instances. Donc nous pouvons commencer à faire des échanges. Et enfin, ce que je dirais, c'est cette année, le troisième point fondamental pour cette année, c'est un événement extraordinaire pour l'Union africaine, c'est la délivrance d'un passeport, le passeport communautaire. Ça veut dire maintenant, désormais, comme pour l'Europe, où il y a les membres de l'Union européenne, le Schengen, il y a maintenant un nouveau passeport qui va être lancé à partir du 10 juillet, le passeport africain, le passeport pour les États de l'Union africaine et aussi des États membres ou encore des observateurs comme nous autres. Notre statut d'observateur est particulier. C'est vrai que la France aussi a un statut d'observateur. Les États-Unis envoient, par exemple, à chaque conférence une dizaine de personnes. La Chine envoie une 50aine de personnes. Nous autres, moi quand j'avais été, j'étais le seul haïtien, j'avais un seul fauteuil. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut renforcer davantage nos acquis, parce qu'on en prend très au sérieux. Et puisque nous sommes pris au sérieux, nous devons prendre aussi en considération, comme je le disais tout à l'heure, les différentes priorités de la République, les différentes priorités que nous avons, et ne pas oublier que nous ne sommes pas là simplement comme observateurs venus avec un fauteuil. Nous sommes considérés comme un leader, et un leader extrêmement important, et ce leadership, nous devons le prouver, le démontrer et l'assurer, le garantir. Et comment renforcer ce leadership La participation, l'intégration de les commissions, les propositions, notre contribution sur les propositions qui seront discutées. Parce que, en fait, c'est vraiment là que tu peux démontrer ton leadership. Et aussi ton intérêt pour les autres pays membres de l'Union africaine. Parce que le leadership, ce n'est pas un truc qui vient à sens unique. Tu veux défendre des intérêts, mais il faut aussi tenir compte de l'intérêt des autres. Donc, et là, tu parviens à ce qu'on appelle l'harmonisation des intérêts collectifs. Et moi, je dirais aussi une autre chose. Je vais te montrer, par exemple... Pour terminer. Oui. Je dirais, par exemple, moi, tu vois, j'ai toujours aimé, moi j'ai un principe que je recherche avec d'autres Haïtiens, la gouvernance mondiale. Nous visons la gouvernance mondiale. Haïti peut viser la gouvernance mondiale. Nous l'avons fait avec l'Union africaine d'une manière récente. Lorsqu'il fallait imposer quelqu'un à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la France a présenté son candidat, la Belgique, la Suisse, le Canada, etc. Moi, j'ai essayé de faire un lobby avec les amis, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et aussi beaucoup d'amis à l'Union africaine pour leur dire « nous voulons encourager la présence d'une Haïtienne ». Et bien entendu, l'Union africaine, elle est majoritaire, c'est-à-dire les pays d'Afrique de l'Ouest sont majoritaires. Et ils ont voté l'haïtienne. Et Michaël Jean, aujourd'hui, est à la tête de l'office de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un des éléments que nous pouvons obtenir avec l'Union africaine. Ça veut dire obtenir donc cette forme de gouvernance mondiale en recherchant à travers un lobbyisme intelligent, rechercher des partenariats et rechercher la solidarité. Et à partir de là, une fois obtenu, comment se servir de cette présence comme levier pour obtenir autre chose. Parce que les rapports internationaux sont déterminés à partir des leviers qui peuvent être utilisés. C'est ça. Bon, et merci, messieurs. Et avant de partir, une question à Dijon Gardi. Vous avez annoncé la sortie de votre livre sur les prédictions pour cet été. Où est-ce que vous en êtes? Question d'un auditeur. Très bien. Je vous donne mon numéro de téléphone. Vous m'appelez 47 46 79 82. Trop vite. 47 46 79 82. Et je vous permettrai d'avoir ce livre. Merci beaucoup. Et commentaire d'un auditeur. Oui, nous sommes un grand peuple parce que notre histoire ne nous appartient pas seulement, mais appartient à l'humanité tout entière. Réaction à ce commentaire? C'est très bien dit, parce que d'ailleurs, je dis toujours que l'esclavage, c'est seulement une parenthèse de notre histoire.
notre histoire ne commence pas avec l'arrivée de Christophe Colomb sur le territoire haïtien, sur le territoire. Et notre histoire ne commence pas non plus avec notre victoire contre les peuples, l'armée française en Haïti. Notre histoire commence à partir de l'Afrique. Et lorsqu'on parle de l'histoire d'Haïti, il faut parler de l'histoire d'un peuple. Et l'esclavage, vraiment, c'est une parenthèse, mais à part l'esclavage, ça a servi de discontinuité de l'évolution de notre histoire. Et après l'esclavage, il faut reprendre cette histoire et la faire progresser. Parce qu'il y a une chose extraordinaire qui a eu lieu au Rwanda récemment, où le Rwanda a changé les noms de toutes les villes du Rwanda pour reprendre les noms qui ont existé avant l'arrivée des colons. Donc voilà quelqu'un qui veut se rattacher à son histoire. Et en Haïti, nous avons encore cette étape à brûler où nous commençons à nous reconnaître comme descendants de peuples africains. Et toute chose bizarre en disant ceci, tu sais que pour un pays qui a été peuplé par des Haïtiens, par des Africains, il n'y a aucun endroit en Haïti où l'histoire de l'Afrique est enseignée. Les universités en Haïti n'enseignent pas l'histoire de l'Afrique. Un gars finit la philo, il ne connaît rien de l'histoire de ses ancêtres. C'est pas normal. Oui, on a des lacunes énormes. Et Adi, avant de partir, vos prédictions sur le prochain président haïtien? Écoutez, on va revenir pour faire une émission spéciale. On va venir pour faire une émission spéciale. Non, mais attention, hein, le public ne met pas la bonne mémoire. Absolument. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit une fois lorsqu'on réalisait cette émission? Vous avez fait allusion à un certain Salomon. Bien sûr. Qui devra être le prochain président ou bien? Il est en route. Il est en route. Mais le Salomon, c'est la sagesse. On reviendra là-dessus. Je crois qu'on n'en finira pas parce qu'il y a également évidemment des points d'ombre à éclairer là-dessus. Et je crois que c'est bon de citer Salomon. Tel que non, le point d'ombre, par exemple, c'est qu'un type comme Salomon, il a été le premier à lancer, à la fin du 19e siècle, l'idée que des indépendances africaines et l'abolition de l'esclavage pour les pays africains. Déjà, à l'époque, nous parlons de 1880. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire aussi. J'ai vu un rapport récent du département d'État américain qui dit que nous sommes très impliqués dans les trafics d'enfants, dans les trafics d'esclavage. Il est temps justement de mettre fin à tout ça. Et cette solidarité avec l'Union africaine dont on parlait tout à l'heure et caribéenne peut nous aider à y arriver. Les prédictions, Adi? La prochaine émission. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole pour évoquer l'Union africaine dont l'Assemblée générale se tient dans quelques jours, encore débute dans quelques jours, soit le 10 juillet pour prendre fin le 18 juillet de cette année. Nos invités étaient Adi Jean-Gardy et William Savary. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.